Mes parents ne m'ont jamais remarqué. Le jour de mon 21e anniversaire, ils ont offert une montre à mon frère. Je suis parti ce soir-là. Mon père a appelé 2 semaines plus tard, « S'il te plaît, reviens ». J'avais 19 ans, lorsque j'ai commencé à compter les jours jusqu'à mon 21e anniversaire. Pas parce que j'avais hâte de devenir un adulte, mais parce que je savais que c'était le jour où, enfin, je pourrais partir. Je m'appelle Ethan, et j'ai grandi dans une maison qui semblait parfaite de l'extérieur. 2 étages, des volets blancs, et un grand chêne dans la cour avant. Mais à l'intérieur, j'avais toujours l'impression de respirer l'air de quelqu'un d'autre. Comme si j'étais un visiteur dans une maison qui ne voulait pas de moi. Mon frère Luc a 3 ans de moins que moi, et il a toujours été l'enfant chéri. Je ne dis pas cela par jalousie mesquine de grand frère. Je veux dire que, littéralement, il pouvait encastrer la voiture familiale dans la boîte aux lettres. Et les gens se demandaient d'abord s'il allait bien. Pendant ce temps, j'ai un jour oublié de passer l'aspirateur avant le dîner. Et j'ai été puni pendant une semaine. En grandissant, j'ai appris à vivre en silence. Je ne voulais pas leur donner d'excuses pour se mettre en colère. Quand j'entrais dans une pièce, le ton de la voix de mon père changeait, devenant sec et tranchant. Comme si j'étais un problème non résolu. Ma mère ne faisait pas mieux. Elle ne criait pas, mais elle avait cette façon de regarder à travers moi. Comme si j'étais l'enfant de quelqu'un d'autre, qui s'était égaré dans la mauvaise maison. Luc, en revanche, possédait ce sourire naturel, ce charisme. Et ce don pour être au bon endroit au bon moment. Il était le bébé miracle, arrivé après une série de fausses couches. Il était celui qui avait survécu. Je crois que mes parents ont décidé, à cet instant précis, qu'il était unique. Et tout le reste a disparu. Pourtant, j'ai essayé. J'avais de bonnes notes. Je ne m'attirais pas d'ennui. Je travaillais à temps partiel, en mettant en rayon dans une épicerie. Pour économiser pour l'université, car je savais qu'il ne m'aiderait pas. Chaque fois que le sujet de mon avenir était abordé, mon père se contentait de grogner, et de dire « Tu es intelligent, tu te débrouilleras ». Luc, de son côté, a reçu un nouvel ordinateur portable pour son 16e anniversaire. Parce qu'il en avait soi-disant besoin pour l'école. Même s'il passait le plus clair de son temps à jouer à des jeux et à faire défiler TikTok. Je me souviens avoir demandé à ma mère, une fois, si je pouvais le lui emprunter pour remplir des dossiers d'inscription à l'université. Elle a répondu, demande à ton frère. C'est ce que j'ai fait. Il a dit, non. Alors, quand mon 21e anniversaire est enfin arrivé, je ne m'attendais à rien. Peut-être une carte, ou un dîner en famille. Je ne m'attendais même pas à un cadeau. J'avais simplement besoin, je ne sais pas, d'une minute pour réaliser que j'avais survécu 21 ans dans une maison qui me tolérait à peine. D'un signe qu'il m'avait peut-être vu. Mon anniversaire tombait un samedi, cette année-là. Je n'avais pas à travailler, alors je me suis levé tard, et je suis descendu. En espérant que quelqu'un me souhaite un joyeux anniversaire. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon père dans la cuisine. En train de nouer un ruban autour d'une élégante boîte noire, et Luc qui sautillait sur place. Comme un enfant le matin de Noël. Je suis resté là, à moitié endormi, observant ce petit échange entre eux. Comme si j'étais un intrus. Ma mère a souri, et a dit, tu tombes à pic. Vas-y, Luc, ouvre-le. Personne ne m'a regardé. Personne n'a même remarqué que je n'avais pas encore dit un mot. Luc a déchiré l'emballage, et a poussé un petit cri de surprise exagéré. Comme s'il venait de gagner le gros lot. À l'intérieur, il y avait une montre en argent, d'apparence très chère. Avec un bracelet en cuir et des chiffres romains. Oh mon Dieu, papa. C'est vraiment malade, a souri Luc, tout en la glissant à son poignet. Maintenant, je n'ai plus besoin d'emprunter ta vieille montre. Mon père a gloussé, et lui a ébouriffé les cheveux. Eh bien, tu le mérites, mon garçon. Tu as travaillé si dur récemment. Dur. Le plus grand exploit du gamin, cette semaine-là, avait été de conclure avec une fille de son cours de chimie. Je les ai fixés sans bouger.
espérant que quelqu'un se souviendrait de l'importance de cette journée. Ma mère a fini par poser les yeux sur moi, et a dit, « Ethan, n'aie pas l'air si amer. Tout ne tourne pas toujours autour des cadeaux. Quand tu seras plus grand, tu réaliseras que ce qui compte, c'est ce que tu deviens, et non ce que tu reçois. » Ça m'a fait l'effet d'une gifle. Elle a prononcé cela de ce ton calme et condescendant qu'elle utilisait souvent lorsqu'elle voulait paraître intelligente. Comme si j'étais un gamin cupide qui ne comprenait rien à la vie. J'ai essayé d'hocher la tête pour acquiescer, mais ma gorge s'est nouée. Je pensais qu'on allait manger du gâteau, ai-je murmuré. Oh, on l'a déjà fait tout à l'heure, a remarqué Luc d'un ton désinvolte. Pendant que tu dormais. J'ai cligné des yeux. Vous avez mangé le gâteau sans moi. Ma mère a rapidement répondu, c'était juste un petit truc. Rien de bien méchant. Et quel nom était écrit dessus? Le silence a duré juste un peu trop longtemps. Puis, Luc a souri, et a dit, le mien. Je veux dire, c'était un effort collectif. Mais ce n'est pas ton anniversaire. Ne sois pas dramatique, s'est exclamé mon père. Ce n'est qu'un gâteau. J'avais envie de crier. J'avais envie de jeter quelque chose. Au lieu de cela, j'ai ri. C'était un rire dur, bref, et qui ne me ressemblait pas. J'ai ri car, si je ne le faisais pas, j'allais m'effondrer juste devant eux. Et je ne voulais pas leur donner cette satisfaction. Luc a haussé un sourcil, comme si j'étais le fou de l'histoire. Ma mère m'a lancé ce regard mêlé de chagrin et de désespoir. Comme si je venais de gâcher une journée parfaitement belle. Cette nuit-là, quand je suis monté dans ma chambre, je n'ai même pas allumé la lumière. Je me suis assis sur mon lit pendant un long moment, fixant le sol, et essayant de ravaler la boule que j'avais dans la gorge. J'ai réprimé mes pensées, ils ne t'aimeront jamais comme tu voudrais qu'ils le fassent. Peu importe ce que tu fais. Peu importe tes efforts. Tu ne seras jamais Luc. J'ai finalement décidé d'agir. J'ai attrapé mon sac, et j'y ai fourré un sweat à capuche, une bouteille d'eau, quelques barres de céréales, ainsi que les $50 que j'avais cachés dans une enveloppe. Au fond de mon tiroir à chaussettes. Je n'avais pas de plan. Pas vraiment. Mais j'avais ma pièce d'identité, un chargeur de téléphone, et un horaire de bus. Que j'avais secrètement imprimé à la bibliothèque, quelques semaines plus tôt. À minuit, quand la maison est devenue silencieuse, et que tout le monde dormait. Je me suis éclipsé par la porte de derrière, et je n'ai pas regardé en arrière. Je pensais m'absenter pendant un jour ou deux. Peut-être dormir dans le refuge, près de l'église du centre-ville. Peut-être chercher un travail à temps partiel, ou dormir sur le canapé de quelqu'un. Si je trouvais une personne assez gentille. Je ne savais pas. La seule chose que je savais, c'est que je ne pouvais pas rester. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que 2 semaines plus tard, mon téléphone sonnerait. Affichant un numéro que je n'avais pas vu depuis des jours. Mon père. Je l'ai laissé sonner les 2 premières fois. Puis, à la 3e, j'ai répondu. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, sa voix a retenti, étranglée. Et s'élevant à peine au-dessus d'un murmure. Ta chambre est toujours là, a-t-il dit. S'il te plaît, réponds. Dis-moi juste où tu es. S'il te plaît. J'ai senti que quelque chose avait changé. Je n'étais juste pas sûr de savoir quoi, ni pourquoi. Et la partie qui me terrifiait le plus, je n'étais pas sûr de vouloir y retourner. Je n'y suis pas retourné. Pas cette semaine-là, ni la suivante. Et pas non plus après le message vocal que mon père a laissé 2 jours plus tard. Cette fois-ci, il était plus calme, mais plus en colère. Je ne sais pas ce que tu crois prouver, Ethan. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. Tu ne peux pas juste disparaître. Cette phrase m'a fait doucement ricaner. C'était ironique. Étant donné que j'avais passé toute ma vie à me sentir comme un fantôme dans ce manoir. Je suis resté loin d'eux. J'ai bourlingué. D'abord, il y a eu le refuge de l'église, suivi de cette petite chambre à louer, gérée par Lynn. Un mécanicien à la retraite,
avec un cœur tendre pour les chiens et les humains errants. Je lui donnais ce que je pouvais me permettre, $130 par semaine pour un matelas. Dans le coin de son garage, qu'il avait isolé avec du contreplaqué et des rideaux. Ça sentait la graisse et le fer, mais il y faisait chaud. Et pour la première fois, je n'avais pas à suivre les règles de quelqu'un d'autre pour avoir le droit de vivre. J'ai décroché un emploi à temps partiel, qui consistait à décharger des camions dans un entrepôt d'expédition. Et j'ai passé le reste de mon temps à remplir des dossiers de candidature pour l'université à la bibliothèque publique, dont les ordinateurs se déconnectaient toutes les 30 minutes. Je n'ai dit à personne où je me trouvais. Je ne voulais pas qu'ils me localisent, avant d'avoir accompli quelque chose dont je pourrais être fier. Mais ils ont fini par me trouver. C'est Luc qui est arrivé le premier. Je sortais de la bibliothèque, un après-midi, quand je l'ai remarqué, appuyé contre un véhicule qui était clairement trop beau pour lui. Un modèle récent, avec une magnifique peinture noire et des sièges en cuir. Il ne m'avait pas encore vu. Il jetait un œil à son téléphone, l'air de s'ennuyer. Je me suis figé. Mon premier instinct a été de faire demi-tour et de fuir, mais la curiosité m'a cloué sur place. Il m'a remarqué une seconde plus tard, et a arboré un sourire narquois. Comme si j'étais en retard pour un événement auquel j'ignorais être invité. « Te voilà », a-t-il dit, en glissant son téléphone dans sa veste. « Tu as une mine affreuse, frérot. » « Merci », ai-je répondu sèchement. « Sérieusement ?» Maman panique complètement. Papa agit bizarrement. « Tu as fait passer ton message. C'est bon. Rentre à la maison. » Je ne rentre pas. Il a regardé sa montre. « Allez, mec. Tu as fait ton petit caprice. Maintenant. Tout le monde attend que tu reviennes en rampant, pour que les choses puissent redevenir normales. » Le mot normal m'a frappé comme une brique. Tu veux dire? Là où mon gâteau d'anniversaire portait ton nom? Ai-je demandé en guise d'explication. Ce genre de normal? Il a haussé les épaules, comme si je venais de parler de la pluie et du beau temps. C'était juste un malentendu. Tu prends toujours les choses trop au sérieux. Il ne pensait pas à mal. Tu as raison, lui ai-je dit. Il ne pense jamais à mal. C'est bien là le problème. Son sourire s'est effacé. Écoute, je ne sais pas quelle histoire larmoyante tu te racontes. Mais tu n'es pas le seul à avoir des problèmes, d'accord? Tu ne me vois pas m'enfuir. Non, lui ai-je rétorqué. Toi, tu vois simplement le monde se plier en quatre. Pour s'assurer que tu n'aies pas à le faire. Ça a fait mouche. Sa mâchoire s'est contractée. Peu importe. Sache juste que lorsque tu reviendras enfin, ne t'attends pas à un défilé de bienvenue. Ils se sont pliés en quatre pour essayer de te joindre. J'ai hoché la tête lentement. Ouais. T'ont-ils dit ce qu'ils ont fait, le soir où je suis parti? Il n'a pas répondu. Je ne m'y attendais pas de toute façon. Dis-leur que je vais bien, ai-je lancé en m'éloignant. Et s'ils sont vraiment si inquiets, ils peuvent arrêter d'appeler mon numéro. Et commencer à réfléchir aux raisons pour lesquelles j'ai arrêté de décrocher. Après une semaine ou deux, j'ai commencé à avoir moins de nouvelles de leur part. Plus de messages vocaux, ni de textos. J'ai supposé qu'ils avaient abandonné, et qu'ils étaient passés à autre chose. Transformant très probablement ma chambre en espace de stockage, en mini-salle de sport. Ou en n'importe quel autre projet, qu'ils pourraient imaginer pour combler le silence. Je pensais que c'était la fin de l'histoire, jusqu'à ce que je reçoive un email. Pas de mes parents, mais de ma conseillère d'orientation du lycée, Madame Duro. Il était bref et gêné, comme si elle ne savait pas si elle devait se montrer inquiète ou polie. Elle exprimait le souhait que je sois en sécurité et en bonne santé. Mais elle voulait m'informer que mes relevés de notes avaient été demandés, puis révoqués. Selon le système. Mes parents avaient appelé l'école pour les informer que je n'irais pas à l'université. Et que toute communication future concernant mes candidatures devait être annulée. Je suis resté assis là, dans la bibliothèque, fixant l'écran, retenant mon souffle.
Je l'ai relu, puis une troisième fois. Ils avaient essayé de m'éliminer. J'ai immédiatement contacté l'école, le cœur battant à tout rompre, et heureusement. Madame Duro a répondu. Je lui ai tout décrit. Elle a vérifié les faits en s'excusant. Mais il était évident qu'elle ne connaissait pas toute l'histoire. J'ai passé les 2 jours suivants à démêler cette situation chaotique. Et à m'assurer que mes candidatures n'étaient pas compromises. Plusieurs dates limites étaient déjà passées. J'ai dû faire une croix sur une offre de bourse, pour laquelle j'avais de réelles chances de succès. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je repassais l'email en boucle dans ma tête, en pensant. Quel genre d'individu se donne tant de mal, pour étouffer le potentiel de leur propre enfant? Ce n'était plus une question de contrôle. C'était du sabotage. Je ne cherchais pas à me venger. Pas encore. Ce que je voulais, c'était disparaître si complètement de leur histoire, qu'un jour. Ils devraient expliquer à quelqu'un pourquoi leur fils aîné n'était jamais rentré à la maison. Mais le destin en avait décidé autrement. Car 1 mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Une vraie lettre, du papier, et une enveloppe sans adresse d'expéditeur. Seulement mon nom, écrit avec l'écriture de mon père. À l'intérieur, il n'y avait aucune excuse. Il y avait une liste, une véritable liste à puces. Énumérant les choses que je devais accomplir avant que nous puissions envisager mon retour à la maison. Elle contenait des perles telles que: arrête de blâmer les autres pour ton malheur. Excuse-toi d'être parti, et d'avoir ignoré ta famille. Reconnais les sacrifices que nous avons faits pour toi. Comprends que tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour. Je l'ai lu en silence. Puis, j'ai ri, car que pouvais-je faire d'autre? Ce n'était pas une lettre. C'était un contrat. Une méthode de plus pour faire de moi le problème. Une technique pour m'attirer de nouveau dans ce cycle de culpabilité, de responsabilité et de performance. Je l'ai froissé, je l'ai jeté à la poubelle, et je me suis dit, pour la 1e fois, que j'en avais fini avec eux. Mais est arrivé un moment qui a tout bouleversé. C'est arrivé au début du printemps. J'avais commencé à faire plus d'heures à l'entrepôt. Pour mettre de l'argent de côté pour l'université communautaire. Quand Lynn est entré dans le garage un soir, avec un lourd paquet. Il m'a expliqué que quelqu'un était passé plus tôt, avait demandé si Ethan vivait bien ici. Et lui avait remis ça sans un mot. Je l'ai ouvert délicatement. À l'intérieur, se trouvait une lettre juridique officielle, provenant d'un cabinet d'avocats. Elle indiquait que j'étais radié, de manière rétroactive. Des dossiers fiscaux de mes parents en tant que personne à charge. Elle précisait que je n'étais plus considéré comme un membre de leur foyer. Et que j'avais jusqu'à la fin du mois. Pour récupérer toutes mes affaires personnelles sur leur propriété. Avant qu'elles ne soient jetées à la discrétion du propriétaire. Il y avait un post-it attaché à la lettre. La seule chose qui y était écrite était, voilà à quoi ressemblent les conséquences. Signé. Maman. Ce fut le déclic. J'ai senti quelque chose, au fond de moi, se raidir et se solidifier. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était même pas de la tristesse. C'était de la clarté. Ils ne voulaient pas seulement me blesser. Ils essayaient de m'éliminer. Et s'ils voulaient jouer à ce jeu-là, ils n'avaient aucune idée de la personne que j'allais devenir. Je n'ai pas dit un mot pendant les 2 jours qui ont suivi la réception de la lettre. Lynn l'a remarqué. Il ne m'a pas poussé à parler. Il a simplement fait glisser un sandwich supplémentaire sur l'établi, pendant le déjeuner, et a dit: quoi que ce soit, gamin, ça ne durera pas éternellement. Pas si tu ne le permets pas. J'ai hoché la tête, mais je ne le croyais pas. Toucher le fond ne ressemble pas toujours à une chute spectaculaire. Parfois, c'est simplement silencieux, une douleur sourde qui s'installe dans votre poitrine. Et qui ne s'en va jamais. C'est rentrer chez soi après avoir enchaîné 2 services, les doigts endoloris. Les bottes trempées, et réaliser que vous n'avez pas de maison. Mais seulement un garage sans isolation, avec un rideau en guise d'intimité. À 3 heures du matin, c'est être assis dans une pièce glaciale, la capuche tirée sur le visage.
En réalisant que votre famille vous a rayé de sa vie, comme on annule un mauvais investissement. Il n'en avait pas tout à fait fini avec moi. Il me punissait d'être parti. Je n'avais même rien qui vaille la peine d'y retourner. Quelques vêtements, et une étagère de livres que j'avais accumulés au fil des ans. Ma guitare, si elle n'avait pas déjà été vendue ou jetée. Mais malgré tout, je me sentais vide, de savoir que mon nom, mon espace, et mon existence même dans cette maison, était effacée. Comme si j'étais une tache sur leur image de famille parfaite. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai failli craquer. Cette semaine-là, j'ai raté 2 services. Je n'ai pas répondu quand Lynn a frappé à la porte. Je n'ai pas consulté mes emails, je n'ai pas beaucoup mangé, ni dormi. Je restais simplement allongé là, à écouter le vent souffler contre la porte du garage. En me demandant ce que j'allais faire, maintenant. Mais ensuite, quelque chose de dérisoire m'a sauvé. Un livre? Non, pas n'importe quel livre. Mon livre. Je croyais l'avoir perdu pendant mon déménagement. Il était enfoui au fond de mon sac à dos, un exemplaire corné de Into the Wild de Jon Krakauer. Je l'avais déjà lu 3 fois. Mais cette nuit-là, je l'ai feuilleté, et je suis tombé sur une citation. Que j'avais soulignée à l'encre rouge des années auparavant. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Ça aurait dû me rendre triste. Au lieu de cela, ça m'a fait me redresser. Car j'ai réalisé que j'essayais de partager ma vie avec des gens qui n'en voulaient pas. Je continuais à sacrifier des morceaux de moi-même, en espérant que quelqu'un dirait. Nous te voyons. Tu comptes pour nous. Mais ils ne l'ont jamais fait. Ce n'était pas le genre de famille dans laquelle j'étais né, et je ne pouvais pas les changer. La seule personne que je pouvais changer, c'était moi-même. Le lendemain matin, je suis retourné au travail. Je me suis excusé auprès de mon patron pour mes absences. Et je me suis porté volontaire pour prendre l'équipe de nuit pendant les 2 semaines suivantes. Afin de compenser. Il n'a posé aucune question, a simplement grogné, et m'a tendu un badge pour le personnel de nuit. La tâche était plus ardue, avec des cartons plus lourds et des nuits plus froides. Mais ça m'était égal. J'en avais besoin. Ce fut le début de ma reconstruction. Silencieuse, sans complications, et bien à moi. Au cours des 6 mois suivants, j'ai pris mon rythme, me réveiller, travailler, lire, dormir, et recommencer. J'ai commencé à économiser le moindre centime supplémentaire. Pour réduire ma facture de téléphone, j'ai téléchargé des applications de gestion de budget. Éliminé les dépenses superflues, et j'ai même cessé d'utiliser mes données mobiles. Lynn l'a remarqué, et a commencé à me confier plus de tâches. Pour que je puisse obtenir des réductions sur mon loyer. Parfois, il me glissait un billet de 20 $, et prétendait que c'était pour les courses. Comme si je ne venais pas de nettoyer le moteur entier de sa voiture. J'ai de nouveau postulé à l'université communautaire, cette fois-ci sans le soutien de mes parents. Et j'ai payé les frais d'inscription de ma poche. J'ai fondu en larmes après avoir soumis une dissertation d'une honnêteté brutale. Je n'ai rien édulcoré. J'ai raconté comment j'avais grandi en étant invisible. Comment le silence pouvait parler plus fort que les mots. Et comment on peut se construire à partir de rien, quand personne ne vous en donne les outils. Les choses ont progressivement commencé à changer. Une nuit, alors que je récurais le sol de l'entrepôt, j'ai entendu 2 employés de la logistique se plaindre d'une erreur dans le logiciel d'expédition. J'avais appris un peu de codage, grâce à un cours en ligne que je suivais. Rien de bien important, juste une formation gratuite sur Python. Mais j'ai tout de même proposé une solution. Ils l'ont rejeté au début, mais 2 jours plus tard, l'un d'eux m'a pris à part et m'a dit, « Et le truc dont tu as parlé, ça a marché. » Avant même de m'en rendre compte, j'étais officieusement devenu l'homme vers qui les gens se tournaient. Quand leurs ordinateurs plantaient, ou quand leurs imprimantes devenaient folles. Je n'ai reçu ni promotion ni nouveau titre, mais les gens ont commencé à retenir mon nom. À me remercier, et à me voir. C'était un sentiment étrange, le genre d'étrangeté qui vous pousse à vous poser un instant. Pour réfléchir, peut-être que je ne suis pas qu'un simple bruit de fond.
Mon premier véritable triomphe s'est produit au début de l'été. J'ai reçu un email de l'université communautaire. J'étais accepté, et avec une bourse, en prime. Pas une bourse complète, mais suffisante pour couvrir les frais de scolarité. Si je continuais à travailler à temps partiel. Je me souviens avoir regardé l'ordinateur, répétant le mot « félicitations » encore et encore. Comme s'il risquait de disparaître si je clignais des yeux trop fort. Lynn m'a autorisé à utiliser sa cuisine, ce soir-là, pour préparer un gâteau en sachet. Il était de travers et un peu brûlé, mais ça m'était égal. J'ai utilisé du glaçage bleu pour écrire mon nom dessus. Ethan. Juste Ethan. Il n'y a eu aucune célébration collective, ni bougie oubliée, ni leçon de morale. Il n'y avait que moi. Un garage délabré était la première chose que j'avais jamais construite de mes propres mains. Je n'ai pas appelé mes parents. Je ne leur ai rien dit. Mais je me suis dit qu'ils finiraient bien par le découvrir un jour, car les gens parlent. Surtout dans notre ville. Et effectivement, un jour, à l'épicerie, je suis tombé sur une ancienne voisine, Madame Langford. Une gentille dame qui avait l'habitude de me glisser des biscuits, quand ma mère ne regardait pas. Quand elle m'a aperçu, elle m'a fait un grand sourire, et a dit « J'ai entendu dire que tu allais à l'université. Ta mère doit être si fière. » J'ai simplement hoché la tête, et murmuré « Ouais, sans doute. » Mais je savais que c'était faux. Ils n'étaient pas fiers. Ils étaient très probablement contrariés que j'y sois parvenu sans eux. Et cela me convenait parfaitement. Car leur approbation n'était plus la monnaie d'échange dont j'avais besoin. Plus tard, au cours de cette même semaine, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai laissé le répondeur prendre le relais. C'était ma mère. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a juste déclaré. Nous avons entendu la nouvelle pour l'école. Je suis heureuse que tu ailles bien. Et j'espère que tu n'oublies pas d'où tu viens. J'ai écouté cette phrase 5 fois, comme si j'étais un chien errant. À qui l'on rappelait de retourner dans son chenil. Mais je ne me suis pas senti furieux. Je me suis senti libéré. À la fin de l'été, j'avais déménagé du garage de Lynn. J'ai trouvé un appartement en colocation près de l'université, avec 2 colocataires discrets. Qui ne posait pas de questions. J'ai commencé les cours, et j'ai décroché un poste informatique à temps partiel. Au service d'assistance de l'école. Ce n'était pas très glamour, mais ça payait les factures. Et, petit à petit, j'ai commencé à construire quelque chose qui ressemblait à une vie. J'avais encore des blessures émotionnelles. Je tressaillais toujours quand les gens haussaient le ton. Je doutais toujours des compliments. Je me surprenais encore à m'excuser de prendre de la place. Mais j'apprenais. La guérison n'est pas bruyante. Elle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est aussi simple que de boire un café dans une pièce silencieuse. Et de réaliser que l'on n'a plus peur d'être remarqué. Un soir, j'ai ouvert un cahier neuf, et j'ai noté une liste de réalités. De choses que j'avais apprises, de choses que personne ne pourrait m'enlever. Tout en haut, j'ai écrit. Tu n'as pas besoin de permission pour être quelqu'un qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et juste en dessous. Ta valeur ne se mesure pas à la déception de quelqu'un d'autre. Tu peux recommencer à zéro. Même quand ils te disent que c'est impossible. La famille. Ce n'est pas ceux avec qui tu partages ton sang, ce sont ceux qui te soutiennent en silence. J'ai fermé le cahier, éteint la lumière. Et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Mais j'aurais dû savoir que ce n'était pas fini. Car, juste au moment où je croyais être enfin libre, il s'est passé quelque chose qui m'a ramené en arrière. Tout a commencé par une invitation par message. Tard, un soir, je révisais mes notes pour un examen partiel, assis sur le sol de mon appartement. Avec un burrito à moitié mangé, et 3 onglets ouverts sur le dépannage d'ordinateurs portables. Madame Langford, l'ancienne voisine de mes parents. Celle dont le jardin débordait autrefois sur notre cour arrière. Avait toujours été gentille mais distante. Amicale de la manière dont le sont les voisins de banlieue. Je n'avais pas utilisé Facebook depuis des mois, voire plus.
Et je ne gardais ce compte ouvert qu'en cas d'urgence ou de vérification d'identité. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, et son message était simple. Bonjour, Ethan. Je n'étais pas sûr de devoir dire quelque chose. Mais je me suis dit que tu avais le droit de savoir. Tes parents ont mis ta maison d'enfance en vente. Et le panneau vient d'être planté cette semaine. J'espère que tu vas bien. J'ai fixé le message, puis je l'ai relu. La maison était à vendre. Notre maison. L'espace d'une seconde, je n'ai rien ressenti, juste un vide absolu. Puis, quelque chose a vacillé. Pas tout à fait de la tristesse, pas tout à fait de la colère, mais autre chose. Quelque chose de plus vif, de plus glacial. J'avais toujours supposé qu'il finirait par vendre. Qu'une fois que Luc aurait obtenu son diplôme ou déménagé, il prendrait plus petit. Ou s'installerait dans une de ses résidences sécurisées. Avec des avertissements stricts dans le bulletin du syndicat de copropriété. Mais le fait que cela se produise maintenant, après tout ça, après avoir coupé les ponts. Après avoir fait comme si je n'avais jamais existé. Quelque chose, dans ce timing, me paraissait suspect. Alors, j'ai fait ce que toute personne raisonnablement curieuse ferait. J'ai ouvert Zillow. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver l'annonce. Illustrée par une photo lumineuse et surexposée de notre Porsche avant. Les volets blancs avaient été nettoyés. Le vieux chêne projetait toujours son ombre tordue sur la pelouse. Et la description était fleurie et mensongère, une charmante maison familiale. Avec beaucoup de cachets, entretenue avec amour pendant plus de 2 décennies. Comprenant 4 chambres, des finitions sur mesure, et située dans un quartier calme. J'ai fait défiler les photos, le salon, la cuisine, la chambre parentale, puis la chambre 1. Et j'ai cliqué. Mon souffle s'est coupé. Ils avaient transformé ma chambre en une suite pour invités, avec des murs au ton neutre. Une literie beige, et des affiches d'art génériques accrochées au mur. Toute trace de moi avait disparu. Plus de posters, plus de bureaux, plus d'étagères. Plus la moindre indication que quelqu'un avait passé 18 ans à grandir dans cet espace. Comme si je n'avais jamais existé. Il ne m'avait pas simplement poussé vers la sortie, il m'avait effacé. C'est à ce moment-là que l'idée a commencé à germer. Ce week-end-là, j'ai emprunté une chemise à col à mon colocataire. J'ai imprimé une fausse lettre de préapprobation bancaire, en utilisant un modèle gratuit en ligne. Et j'ai réservé une visite sur le site immobilier, à l'aide d'une adresse Gmail jetable. Je ne cherchais pas à me venger, à ce moment-là, mais plutôt à satisfaire ma curiosité. Je ne savais pas à quoi m'attendre, quand je me suis garé le long du trottoir. Dans une voiture d'emprunt. Peut-être à une vague d'émotion, de nostalgie, ou d'amertume, mais en vérité. Je me sentais surtout engourdi. Le Porsche grinçait comme avant, et la porte d'entrée portait toujours cette éraflure, près du bas. Là où j'avais un jour essayé de faire entrer un chat errant en cachette. Et l'agente immobilière, une femme enjouée nommée Sacha, aux dents trop blanches. N'avait aucune idée qu'elle s'aventurait sur un champ de mine. Alors, les vendeurs sont très motivés, a-t-elle gazouillé. Visiblement en quête d'une vente rapide. Ils ont déjà déménagé la plupart de leurs affaires personnelles, cherchant à prendre plus petit. Maintenant que leur plus jeune enfant est parti à l'université. J'ai hoché la tête poliment, la laissant me guider de pièce en pièce. Je l'écoutais à peine. Mon attention était fixée sur les murs, les volumes, l'énergie du lieu. Et cette absence béante de moi-même. Quand nous sommes arrivés dans la cour arrière, je me suis arrêté. La clôture était plus récente. Luc avait sûrement aidé à la construire, ou du moins. Il avait pris la pose pour une photo pendant que quelqu'un d'autre le faisait. La cabane dans les arbres, que j'avais construite avec mon oncle quand j'avais 12 ans. N'était plus là, complètement détruite. Je vous laisse une minute, a glissé Sacha, percevant quelque chose dans mon silence. J'ai hoché la tête, et j'ai marché vers la clôture du fond, gardant les mains dans les poches. Pour les empêcher de trembler. Ce soir-là, je suis resté assis dans ma voiture, bien après que le moteur ait refroidi. Et j'ai su que ce n'était plus de la simple curiosité. C'était la guerre.
Il voulait faire comme si je n'avais jamais existé, ce qui me convenait. Alors, j'allais m'assurer que le monde entier sache exactement qui j'étais. Et que c'était eux qui m'avaient perdu. Je ne voulais pas réduire la maison en cendres. Ça aurait été trop facile, trop rapide. Je voulais quelque chose de plus lent, de plus intelligent, et de plus définitif. Alors, j'ai commencé à planifier mon coup. La première étape fut la recherche. J'ai passé la semaine suivante à éplucher les registres fonciers. Pour vérifier à qui appartenait la maison, et à quoi ressemblaient leurs finances. En utilisant quelques bases de données publiques, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. L'hypothèque n'était pas remboursée, et ils avaient quelques mois de retard dans leur paiement. Ce qui soulevait des questions quant aux raisons de cette vente. J'ai gardé cette information sous le coude. J'ai appelé Milo, un ancien camarade de lycée, qui dirigeait autrefois un club d'informatique. Et qui travaillait désormais en tant que freelance dans la cybersécurité. Nous n'étions pas proches, mais je savais deux choses sur lui, il détestait les tyrans. Et il me devait une faveur datant d'il y a des années. Lorsque je l'avais couvert lors d'une accusation de plagiat. Nous nous sommes retrouvés pour prendre un café, et je lui ai exposé une version de l'histoire. Pas la totalité, mais les grandes lignes. De quoi as-tu besoin, s'est-il enquis. J'ai besoin d'accéder aux registres immobiliers, aux éventuelles déclarations de vente. À toute correspondance que je pourrais trouver. Je veux savoir ce qu'il cache. Milo s'est fait craquer les jointures. Donne-moi 48 heures. Il a terminé en 36. Mes parents avaient mis la maison en vente, sans divulguer un problème de plomberie majeur. Qui avait commencé dans le sous-sol, et dont la réparation pouvait coûter des milliers de dollars. Les documents étaient falsifiés, pas seulement trompeurs, mais purement illégaux. J'ai sauvegardé chaque fichier, imprimé des copies. Et transféré des sauvegardes sur un espace de stockage cloud crypté. Les preuves étaient là, mais je ne voulais pas tout faire exploser d'un seul coup. Entre-temps, j'ai contacté le bureau de l'administration de l'université. Pour confirmer un projet sur lequel je travaillais discrètement depuis des mois. J'étais éligible pour être transféré vers un programme de bourse complète. Grâce à ma moyenne générale et à mes contributions en alternance. Ils m'ont même invité à prendre la parole lors de la réunion d'intégration de l'automne. En tant qu'étudiant de première génération. C'est là que l'idée m'a frappé. Et si je les invitais? Pas directement, bien sûr. Mais que se passerait-il, s'ils me voyaient debout sur une scène, tenant un certificat de bourse? Présenté devant un public comme quelqu'un qu'ils avaient abandonné? Et si, à peu près au même moment, les acheteurs de leur maison se rétractaient? Et que quelqu'un dénonçait leurs documents frauduleux? Et si tout ce sur quoi ils avaient bâti leur image, commençait à s'effondrer? Pas parce que j'avais hurlé, mais parce que j'avais réussi. Parce que j'avais souri. Avant de leur faire comprendre qu'ils n'avaient jamais fait partie de mon parcours. Le piège était en place. Et je n'avais pas encore terminé. Il me restait une dernière carte à jouer, un nom, Luc. Il était toujours leur enfant prodige, leur fierté, et leur joie. Mais je savais sur lui des choses qu'ils ignoraient. D'anciennes captures d'écran, des messages qu'il avait envoyés. Depuis l'iPad fourni par son lycée quand il avait 17 ans. Où il plaisantait sur le fait d'avoir piqué de l'argent dans le portefeuille de mon père. En accusant la femme de ménage. Je n'avais encore rien utilisé de tout cela, mais je le ferais s'ils me poussaient à bout. Car je n'avais pas besoin de ruiner leur vie. J'avais juste besoin qu'ils me regardent construire la mienne, sans eux, brique par brique. Discours après discours. Des commentaires sur le fait qu'il n'avait pas effectué ses heures de travaux d'intérêt général. Et qu'il avait demandé à un ami de signer les feuilles de présence, semblaient mineurs. Jusqu'à ce qu'ils soient regroupés, et remis à un comité d'admission universitaire. Et puis, quand le moment fut venu, j'ai lâché l'allumette. De manière silencieuse, contrôlée, et indéniable, puis je me suis éloigné. Ni amer, ni brisé, juste libre. Je ne voulais pas que la fin soit bruyante. Pas d'esclandre, pas de crise de nerfs, mais quelque chose de calme, de mesuré. Comme si l'on posait la dernière pierre sur une tombe.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le premier domino à tomber fut la vente de la maison. J'ai minutieusement calculé mon coût, j'ai attendu que les acheteurs soient passés par l'inspection, le financement, et toutes ces étapes interminables. Puis, je leur ai envoyé un petit colis anonyme, via un service d'expédition tiers, qui garantissait l'absence d'adresse de retour. La clé USB contenait des images de l'inondation du sous-sol, causée par la vieille pompe de puisard, des captures d'écran des documents de déclaration frauduleux, et un message manuscrit qui disait: cette maison a un secret. Les vendeurs ne l'ont pas réparé. Au lieu de cela, ils l'ont dissimulé. Si vous signez le contrat, le problème deviendra le vôtre. Réfléchissez-y à 2 fois. Posez des questions à l'agent immobilier sur la pompe de puisard. Et regardez bien ce qui se passe. Les conséquences furent immédiates. Mes parents, qui étaient déjà en retard sur leur prêt hypothécaire, étaient sur le point de faire face à une saisie immobilière, s'ils ne parvenaient pas à trouver un nouvel acheteur à temps. Mais cette fois-ci, ils ne pouvaient plus falsifier les documents, car le problème de plomberie avait été signalé de manière légale et publique. 3 jours plus tard, la maison a disparu de Zillow, et l'annonce a été désactivée. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt après ça. J'ai simplement observé. Pendant ce temps, j'avais accepté de prononcer le discours de rentrée. Et l'école s'était arrangée pour qu'une équipe de journalistes locaux en filme des extraits, pour un reportage sur les réussites de la communauté. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Juste un passage de 5 minutes dans un journal télévisé endormi du dimanche. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était l'article. Quelques jours après la réunion d'intégration, un membre du conseil d'administration de l'université m'a contacté pour me demander s'il pouvait publier mon histoire sur leur site web. J'ai dit oui, m'attendant à un simple paragraphe, mais ils ont publié un portrait complet, avec une interview, des photos, et tout le reste. De la chute au tableau d'honneur, le parcours d'Ethan Lane, de l'abandon au triomphe académique. C'était dramatique. C'était même un peu trop dramatique, pour être honnête, mais c'était réel, et ça s'est propagé. Les gens l'ont partagé. D'anciens camarades de classe, des professeurs, des voisins, et, finalement, mes parents. Je l'ai découvert par le biais d'un commentaire Facebook indirect, que quelqu'un a capturé et m'a envoyé par texto. Cet article est rempli d'exagérations. Certains jeunes ne réalisent tout simplement pas les sacrifices que leur famille fait pour eux, avait écrit ma mère. Passif-agressif, suffisamment anonyme pour passer inaperçu, mais c'était indubitablement elle. Elle perdait pied, et je n'en avais pas encore fini. Car Luc, l'enfant chéri, venait tout juste de commencer à postuler pour être transféré dans d'autres établissements. Et j'avais toujours ses captures d'écran. Je ne voulais pas ruiner son avenir, mais je voulais tirer un coup de semonce. Alors, j'ai envoyé un court email anonyme au bureau des admissions de l'école qu'il visait. Il ne contenait que quelques lignes, évoquant des dossiers de travaux d'intérêt général falsifiés, des feuilles de présence douteuses, et un historique de négligence académique. J'y ai joint 3 anciennes captures d'écran, où il plaisantait à ce sujet, et j'ai signé. Pour l'intégrité de votre programme académique. Peu importait qu'ils y donnent suite ou non. Ce qui comptait, c'est que Luc ferait face à un nouvel interlocuteur. Et qu'il ne se sentirait plus jamais intouchable. Maintenant, voici ce à quoi je ne m'attendais pas, ils sont venus me voir séparément, plutôt qu'ensemble. D'abord, ce fut mon père, qui a débarqué au bureau d'assistance de l'université, un mardi matin. Les yeux injectés de sang, la cravate desserrée, et le visage fatigué. « Ethan » a-t-il commencé. « Il faut qu'on parle. » Je l'ai fixé, calmement et avec assurance. « Tu veux dire, maintenant que la maison est invendable. Et que les candidatures de Luc tombent à l'eau » ai-je dit doucement. Il a cligné des yeux, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je l'admette. Nous ne savions pas que les choses avaient empiré à ce point, m'a-t-il dit. Tu as fait passer ton message. C'est bon, nous avons compris. Non, ai-je répondu, vous n'avez pas compris. C'est pour ça qu'on en est arrivé là.
il a fait une nouvelle tentative. On peut arranger ça. Peut-être. Peut-être que tu pourrais rentrer à la maison. Discutons-en. J'ai souri, un peu froidement. Il n'y a plus de maison, ai-je lâché. Vous avez brûlé ce pont, et vous en avez vendu les cendres. Puis, j'ai tourné les talons, et je me suis éloigné. Il ne m'a pas suivi. 2 semaines plus tard, ma mère m'a envoyé une lettre. Pas d'enveloppe, juste un bout de papier glissé sous ma porte d'entrée, au beau milieu de la nuit. Ethan, je réalise maintenant que nous avons commis des erreurs. Mais tu es dur. Nous punir de cette façon ne te rend pas meilleur que nous. S'il te plaît. C'est ta famille. Maman. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai essayé quelque chose de différent. Je lui ai envoyé une simple photo par email. Je me tiens devant la banderole de l'université, tenant ma bourse d'études, tout en souriant. J'ai ajouté au verso, voilà à quoi ressemblent les conséquences. Ce fut la toute dernière communication que je leur ai adressée. Depuis lors, la maison a été saisie. Luc a été transféré, mais pas dans l'école qu'il espérait. Quant à mes parents, ils ont déménagé dans une maison de location, plus petite et plus vieille. À 2 comtés de là, avec une pelouse dont ils ne montrent aucune photo. Moi, de mon côté, je vais bien. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai commencé à travailler avec un groupe qui aide les étudiants de première génération à s'orienter à l'université. Sans l'aide de leur famille. Je suis le mentor d'enfants qui se sentent invisibles, tout comme je l'étais. J'ai un nouvel appartement, un chiot, un frigo plein, et des amis qui m'ont choisi. Et je n'ai plus jamais eu besoin de regarder en arrière. Ma vengeance n'a pas fait de bruit. Elle ne s'est pas accompagnée de portes claquées, ou de disputes hurlées. Elle est arrivée par de douces brises silencieuses, par des progrès inexorables. Et par ce genre de succès que l'on construit brique par brique. Pendant que tout le monde s'attend à vous voir vous effondrer. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'ils passeront le reste de leur vie à faire semblant de ne pas avoir perdu un fils. Tandis que je passerai le reste de la mienne à n'avoir plus jamais besoin d'eux. Je n'étais pas la déception de cette maison. J'étais le roi de l'évasion. Ils ne l'ont simplement jamais remarqué.